Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, vous savez que chaque vendredi, avec Joseph Facal, on parle de cinéma. Aujourd'hui, on va faire un spécial. On ne parlera pas de films spécifiquement. On va parler d'une tendance, c'est-à-dire la représentation de la diversité au cinéma. Joseph, Marvel a présenté en grande pompe sa nouvelle super-héroïne, après Wonder Woman. Ça va être une femme autochtone, amputée, sourde et muette. C'est pas des farces, c'est pas des jokes, là. Une femme autochtone, amputée, sourde et muette, elle est pas non-binaire et elle est pas de petite taille, cela dit. Je suis un peu déçu. Mais premièrement, quand tu as vu cette nouvelle-là, toi, tu as dû dire, ben voyons. Pas tout à fait. Quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit que si on l'avait placé en fauteuil roulant, on aurait pu lui fabriquer un fauteuil roulant plein de gadgets, tu sais, comme la Aston Martin de James Bond, qui lâche des fusées, de l'huile pour que les poursuivants glissent, un mur anti-balles. Tu sais, la séquence d'ouverture dans Goldfinger, la scène de la poursuite avec son super char, je m'étais dit qu'on pourrait avoir un fauteuil roulant Hummer fantastique, pacté de gadgets. Et si j'avais été un des idéateurs chez Marvel, j'aurais dit « Boys, j'en ai une pour vous ». Non, écoute. Mais ça, c'est l'intersectionnalité, là. C'est-à-dire que c'est pas tout d'être une femme. Il faut que ce soit une femme autochtone. C'est pas tout qu'elle soit une femme autochtone. Il faut qu'elle soit une femme autochtone amputée. Et comme écrit ma blonde Sophie, elle écrit dans sa chronique, elle dit la communauté des femmes autochtones amputées, sourdes et muettes, ils doivent être tellement contents de pouvoir enfin se reconnaître à l'écran. Écoute, Richard, moi, j'ai, tu sais, dans la vie, on a tous ce qu'on appelle un bucket list, des choses qu'on aimerait réaliser et on sait bien que ça risque pas de se réaliser. Moi, j'aimerais vraiment un jour qu'un cadre de chez Marvel m'explique le calcul économique à la base de ça. Parce qu'évidemment, ne nous comptons pas d'histoire, Richard. Derrière la supposée justice sociale, la diversité, le wokisme, en fait, leur but fondamental, c'est de faire du cash. Et donc, ils sont convaincus qu'en allant toujours plus loin dans l'intersectionnalité, il y a une clientèle, il y a un segment démographique, il y a de l'argent à faire. Moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique ça. Je veux bien croire que ces films de super-héros visent principalement les adolescents et que les adolescents de nos jours sont pas mal endoctrinés à ces histoires-là. Personnellement aussi, je t'avoue que je ne vais pas voir ces films-là. C'est pas que je suis entièrement contre les films de super-héros, pas du tout. J'ai trouvé les Batman de Christopher Nolan extraordinaires. Mais là, on est dans une autre affaire. Et moi, ce que je sens, peut-être que c'est Papy qui parle, peut-être que je suis out, mais je sens une certaine lassitude. Oh oui, et même si ces films-là scorent au box-office, je pense qu'ils scorent pas mal moins qu'avant. Est-ce que c'est le wokisme excessif ou est-ce que c'est les scénarios prévisibles, la psychologie simpliste, les effets spéciaux qu'on a déjà beaucoup vus? Il me semble qu'il y a un effet d'overdose et de plus en plus, tu le sais, ce qui circule à Hollywood, c'est going woke is going broke. Oui. Je me demande si on n'a pas atteint le dernier degré. Parce que là, vraiment, l'héroïne dont tu parles, c'est ridicule. C'est ridicule, vraiment. Écoute, ouvrons la conversation. Toi, en tant qu'homme blanc hétérosexuel,
Tu OK. sais qu'on jongle là, avec l'idée, parce qu'on a tué James Bond dans le dernier, puis là, on veut repartir la franchise. Est-ce que ça va être une femme? Est-ce que ça va être un James Bond noir? Est-ce que ça va être un James Bond gay, non-binaire? Qu'est-ce que tu penserais de ça, toi, Voilà. si on t'arrivait avec OK, un James parfait. Bond noir ou un James Bond gay? OK, je vais te le dire. Des fois, on va au cinéma, on a très hâte et on est très déçu. D'autres fois, on va au cinéma, on n'attend pas grand-chose et on est agréablement surpris. Conclusion, c'est le résultat qui compte. Il faut y aller au cas par cas. Moi, par Hmm. exemple, un James Bond noir, j'aurais aucun problème avec ça à une condition, qu'il garde les caractéristiques distinctives de mon James. C'est-à-dire, je le veux séducteur, je le veux arrogant, je le veux humoristique, je le veux cynique, et je veux qu'entre deux séances de sauvetage du monde, il ait son vodka martini shaken not stirred. Autrement dit, s'il reprend l'archétype de la psychologie et du muscle de James Bond, sa pigmentation me laisserait complètement indifférent. Je veux qu'il soit baraqué, je veux qu'il soit cynique, OK, je veux que les mais filles soient à ses pieds. S'il est comme ça, j'ai aucun problème avec ça. OK, mais Maintenant, si on commence... attends une minute, si Vas-y. au lieu OK, d'embrasser, vas-y. si au lieu d'embrasser Pussy Galore, il embrasse Cock Galore, Dick Galore, Non, 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 ça qu'est-ce que marche t'en pas. penserais? Ça marche pas. Ça marche pas parce que James Bond, que ce soit Sean Connery ou je sais pas moi, un Denzel Washington rajeuni. Non, non. James Bond, c'est un homme à femme. James Bond, c'est un homme à femme. Si on veut inventer un super-héros gay, go, allez-y, Mais oui. fine, mais pas James Bond. Pas James Bond. Tu sais, il y a des choses comme ça, Richard, auxquelles tu touches pas. Sherlock Holmes, je le veux, avec sa capine des deux bords, puis sa pipe de même, puis son grand manteau, puis je veux de la brume à Londres. S'il y a des affaires auxquelles tu touches pas, des références, tu sais, ultimement, c'est le résultat qui compte. Puis le résultat, c'est quoi? C'est l'originalité, la profondeur, la subtilité, la capacité à émouvoir, la capacité à faire réfléchir. Et c'est là mon problème. J'ai du mal à concevoir, Richard. J'ai du mal à concevoir qu'une production obsédée par des considérations moralisatrices parvienne en même temps à un résultat artistique admirable. Si tu priorises l'un, tu sacrifies l'autre, forcément. Tu sais on a jonglé à un moment donné avec l'idée de donner le rôle de James Bond à Idris Elba, qui est un comédien Oui, formidable et absolument. super beau. Là, c'est l'hétérosexuel qui parle, mais c'est un gars incroyable. Moi, je le voyais, j'ai Ah pas de oui, problème avec Idris Elba en James Bond. Lui a dit qu'il voulait pas le rôle parce que ça serait trop controversé et je me retrouverais dans une controverse, dans la marde, les gens c'est chialeraient de clair. ça. Je suis pas sûr, non, je suis pas sûr, moi, que les gens aimeraient pas ça, un James Bond noir. Je sais pas. Pose la Ah, question. je comprends parfaitement son attitude. C'est drôle, hein? Chez Woke Inc., on semble pas avoir encore compris qu'il y a des artistes qui veulent juste faire leur job, jouer des rôles, ne pas être les porte-étendards d'une cause, ne pas être des militants. Donc, je comprends parfaitement sa décision de dire non. Maintenant, le mec, pour parler comme les Français, aurait été parfait en James Bond. Il a la carrure, il a les yeux, il a l'élégance, il a la prestance. J'ai aucun problème avec la pigmentation de la couleur de peau. Maintenant, là où vraiment le vieil universitaire en moi a davantage de bébites, c'est dans le film historique. Oui. Quand le film se passe dans le passé, là, vraiment, il y a un réalisme à respecter. Si tu es dans l'Angleterre du 13e siècle, si tu es dans la Venise du 12e siècle, il y a des maudites limites. C'est pas vrai Mm. que les cours royales au Moyen Âge étaient des plateformes de diversité. Je m'excuse, mais les Ben oui. minorités ethniques, dans ce temps-là, c'était des esclaves ou des domestiques. Tu sais, regarde, par exemple, regarde sur Netflix, ma fille m'a montré ça.
Ma fille m'a montré ça. Richard, au bout de 32 secondes, j'étais en haut des rideaux. Ça s'appelle Bridgerton. Ça s'appelle Bridgerton. C'est une série. C'est une série qui se passe dans le Londres au début du 19e siècle. Et puis là, évidemment, il s'agit de faire le meilleur mariage possible avec le comte ou la duchesse de ta. Tu as l'impression que tu te promènes dans le Londres du 21e siècle. C'est complètement absurde. Il y a un minimum de rigueur. À moi, évidemment, que tu décides que le réalisme n'a pas d'importance. Tu sais, chez Shakespeare, là, qu'Othello soit la peau basanée, c'est pas grave. Mais de nos jours, si tu fais un film à prétention historique, c'est ça. Il y a un respect minimal des faits. Bon, des personnages fictifs qu'on dise que Batman est gay. D'ailleurs, j'ai tout le temps soupçonné dans le vieux Batman que Adam West et Burt Ward, la façon dont ils étaient ensemble, je m'excuse. Avec le petit speedo, là, franchement. Non, écoute. Écoute. mais des personnages qui sont vrais. Anne Boleyn. Alors, Henri VIII a eu 6 femmes. Il en a décapité 2 ou 3, je crois. Une des femmes qui l'a décapité, c'est Anne Boleyn. Alors, c'était la femme d'Henri VIII. On a fait une série sur Anne Boleyn. La comédienne est noire. La femme d'Henri VIII n'était pas noire. Imagine-toi si on faisait une série avec Martin Luther King, puis ce serait Tom Hanks qui jouerait Martin. Richard, t'es en retard dans les nouvelles. Excuse-moi de t'apprendre qu'un projet est en préparation. Ce sera un film sur le remake du soulèvement du ghetto juif de Varsovie, et le leader de la révolte sera Denzel Washington. Non, je te raconte des blagues, je viens d'inventer, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Mais tu sais, on est rendu à un point où on tord le coup à la vérité historique. Et c'est là que je débarque complètement. Là, Alexander Hamilton, un des pères fondateurs de la Constitution américaine, un personnage hyper important. On a fait une comédie musicale qui a gagné tous les Tony Awards. Alexander Hamilton, on a fait la comédie musicale, c'est du rap. Et Alexander Hamilton est noir, alors qu'Alexander Hamilton était blanc. Là, c'est qu'on veut marquer un coup, on veut dire des choses. À un moment donné, puis là, tu n'as pas le droit de dire « Hey, ça n'a pas de maudit bon sens parce que tu es raciste. Il faut que tu te fermes la gueule. » Mais ça n'a pas d'allure parce que l'inverse ne serait pas accepté. Mais absolument. Mais tu sais quoi, Richard? Je suis convaincu, absolument convaincu, que dans l'industrie même du cinéma, du théâtre ou des arts en général, tu as plein de gens qui trouvent ça ridicule et fou raide. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de chape de plomb, il y a une pensée de groupe, il y a un effet de meute, et celui ou celle qui dirait « Wow, moi j'ai un problème avec ça », il sera mis à l'écart, il ne fera plus partie de la bonne gang, il perdra des contrats. Et donc, il y a une sorte de chape de plomb qui fait que même ceux qui trouvent ça niaiseux ferment leur gueule et jouent le jeu. T'sais. Et écoute, j'ai passé mon enfance en regardant The Cosby Show, que j'adorais. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu bizarre maintenant de regarder ça aujourd'hui avec ce qu'on sait de Bill Cosby. Mais ça le dit. The Cosby Show, c'était une famille de Noirs. Je m'identifiais totalement à Cosby, puis à ses enfants. Complètement. La couleur, c'est cette idée-là qu'il faut se voir à tout prix, se représenter à tout prix. Et Richard, il y a même des gens issus des minorités eux-mêmes qui sont très, très agacés par ça. L'autre jour, on parlait, toi et moi, de Dave Chappelle. Et ici, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est l'humoriste Chris Rock, noir lui aussi, qui disait l'autre jour, ma blonde m'a demandé des collants Lululemon. Alors, Lululemon, évidemment, est une de ces compagnies qui se fait une fierté d'être dans la diversité, Et là, évidemment, on vendait les collants Lululemon parce que, évidemment, la compagnie était antiraciste, engagée et tout. Et je pense que c'est Chris Rock, en effet, qui dit « Hey, les collants étaient à 140 ou 150 $, peu importe. » Il dit « Savez-vous quoi?
Je préférerais des collants racistes à 20 piastres que des collants antiracistes à 150 piastres. Tu sais, il y a un racket là-dedans, là. C'est une évidence. Tu sais. Maintenant, évidemment, la question que je me demandais, tu sais, je prenais des notes en attendant que ta gang m'appelle, puis je me demandais pourquoi Marvel et Hollywood et toute ce gang-là sont aussi totalement déconnectés du Mais oui. sentiment populaire réel. Et ma pauvre conclusion, Richard, c'est que les acteurs, les créateurs, surtout ceux qui ont réussi, ceux qui craignent pas pour leur loyer parce qu'ils sont maquilleuses ou coiffeuses ou cascadeurs qui ont des contrats de temps en temps, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, ils vivent dans un monde tellement Hum, artificiel, tellement isolé, dans des communautés tellement fermées sur elles-mêmes, dans un monde tellement en carton-pâte, dans un monde où leur délire et leur goût peuvent devenir réalité parce qu'ils peuvent se les payer, qu'ils peuvent bien pontifier, ils peuvent bien être monumentalement hypocrites. Ils ne vivent pas avec les effets concrets et négatifs d'une diversité incontrôlée. Eux savent pas, par exemple, ce que hum. c'est vivre dans le quartier ouvrier de ton enfance Mais dans non. lequel tu as grandi et Ben voir que oui. tu es de plus en plus dépossédé de ton propre quartier. Et en plus, évidemment, ces gens sont complètement habitués à prioriser leur ressenti, leur subjectivité. Mais tout ça est d'une monumentale hypocrisie, Richard. Ce sont des Uber capitalistes qui voyagent en jet, qui ont des Hum, domestiques hum. mexicains et qui paient des fortunes pour que leurs enfants bien blancs aillent à Yale. Eux se saliront pas les mains. Enfin. Exactement, c'est super bien dit. Écoute, je cherchais, pendant que tu parlais, une note que je m'étais faite et là, je l'ai. Je ne sais pas si tu connais Muriel Châtelier, on la reçoit des fois à Oui, bien l'émission. Muriel évidemment. Châtelier, elle est Évidemment. fantastique. Une fille, Évidemment. bon, haïtienne, noire, et elle dirige une association qui lutte contre le racialisme. Le racialisme, Oui. c'est-à-dire de dire que les gens d'une race ont une certaine essence en soi. Là. C'est le racisme à l'envers. Écoute, elle a mis ça sur Twitter. Il faut que je te lise son message. Vas-y. J'organise un événement qui réunira plusieurs personnes d'intérêt. Je suis impatiente de vous en parler. Dans l'optique de couper court au discours de victimisation ambiant, un de mes amis qui travaille sur ce projet m'a proposé de prévoir un volet qui rend hommage à des personnes racisées qui ont réussi leur carrière. OK, qui ont réussi à prouver dans leur carrière que toute personne compétente peut trouver sa place au soleil. Bref, de saluer telle personne noire qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle dit, après y avoir pensé, ma réponse à cette proposition, c'est non. Parce que si ces personnes ont du succès, c'est qu'elles le doivent à leur mérite. Ça n'a rien à voir avec la couleur de leur peau. De souligner autre chose, de souligner qu'à titre de personnes racisées, il faut les saluer. Elle dit que c'est pas correct. Donc, écoute, je trouve ça tout à fait, Moi, moi, tu sais, je suis tout à fait moi, d'accord moi, je, avec elle. moi, je- Là. moi, absolument. Mais moi, je pense que ce que Muriel dit tout haut, et ça prend du courage pour le dire tout haut, c'est ce que beaucoup de gens pensent silencieusement, mais leur voix est enterrée, ou ils ne s'expriment pas, ou elle n'est guère entendue. Et le paradoxe, Richard, le paradoxe, c'est qu'au moment où, par exemple, dans le monde universitaire, il y a un backlash contre les politiques EDI, au moment où la Cour suprême des États-Unis abolit les quotas d'admission, au moment où les langues se délient et disent Claudine Gay n'aurait jamais été président de Harvard si ça n'avait pas été de sa couleur de peau, au moment où tu vois que dans des entreprises, on Mm. commence à dire aux gens des ressources humaines, hey, calmez-vous sur les embauches puis les quotas de diversité. Au moment où on voit que le bon sens relève un peu la tête, ben, au contraire, Hollywood s'enfonce dans le déni. C'est pas à toi que j'apprendrai que le 24 janvier, la semaine prochaine, l'Académie va évidemment dévoiler la liste des catégories des nominés, pardon, Oui. dans les différentes catégories. Et pour la catégorie du meilleur film, tu ne seras admissible que si tu souscris à la nouvelle politique de diversité qui implique que
un ou une des actrices, acteurs principaux aient été pigés dans la liste des catégories supposément sous-représentées. Autrement dit, ce sera devenu un critère obligatoire. Et pas seulement devant l'écran, derrière les caméras, tu devrais avoir un quota de gens qui ont travaillé sur le film qui proviennent de certaines minorités. Et pour le moment, c'est seulement dans la catégorie du meilleur film. Mais tu sais très bien que si tu ouvres cette brèche, ça va se répandre. Alors évidemment, ça regarde assez mal sous cette égide pour Oppenheimer, qui est un film vraiment beaucoup trop blanc. Davantage d'espoir pour notre favori, Killers of the Flower Moon, où là, évidemment, il y a davantage de diversité ethnique. Enfin, écoute, c'est vraiment assez hallucinant. Merci beaucoup. Bon week-end de cinéma, Joseph. On se reparle lundi de Politique. Salut.